toutes et tous. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui se diffuse, mais nous ne sommes pas sur la conférence Cancer, Travail, Agir ensemble, puisque nous sommes réunis en salle plénière pour parler d'entreprises qui agissent concrètement, qui s'engagent sur le champ du handicap et qui font des plans d'action, puisque c'est l'intitulé de cette séquence. Est-ce qu'un plan d'action, finalement, c'est la clé du succès pour progresser, puisque en général, on ne part jamais vraiment en base zéro, mais en tout cas pour progresser, pour franchir là où les marches supplémentaires sur le sujet du handicap. Alors, je suis ravi, mesdames, alors c'est pas très paritaire, hein, mais voilà, je suis très très bien accompagné avec donc Caroline Dekerle, directrice générale de l'AGFIP. Aurélie Gobinet, vous êtes alors président du directoire, hein, c'est comme ça qu'on dit, voilà, du groupe Partenaire, un acteur majeur de l'intérim, et on peut dire que vous êtes régional de l'étape quand même, un petit peu, parce que voilà, vous êtes ancré en région Centre-Val de Loire. Et puis Malika Bouchivo, alors je suis ravi de retrouver Malika. Merci d'être avec nous, puisque Malika Bouchivois, vous êtes DRH du groupe Elior, alors groupe qu'on ne présente pas, mais on le fera tout à l'heure, vous nous direz un mot. Et voilà. Alors pourquoi on vous a réunis toutes les trois aujourd'hui? Parce qu'avec donc Elior et avec le groupe Partenaire, l'AGFIP va signer une convention qu'on appelle encore aujourd'hui Convention de développement de l'emploi, mais c'est surtout un plan d'action. Alors, on va commencer par Caroline Dekerle. Alors, il n'y a pas d'emploi sans entreprise qui s'engagent, qui agissent. Ça, c'est votre conviction. Alors, on se tutoie dans la vraie vie, donc on peut continuer comme ça quand même, parce que voilà, donc c'est bien ta conviction, puis c'est aussi une des motivations pour laquelle tu as rejoint la GFIP. Oui, bah écoutez, bonjour à tous. Déjà, avant de répondre à cette première question, dire que je suis ravie d'être là parce que j'ai souvent eu l'occasion de travailler plutôt les interventions de ceux qui, les ministres, quand j'étais conseillère ministérielle, ou Thibaut Guilly l'année dernière à Marseille, qui intervenaient lors de l'URRH. Mais je crois que c'est ce que je disais aux équipes hier soir, je crois que je suis jamais venue physiquement. Donc je prends la mesure de ce qui est je confirme, l'université. pour avoir organisé, nous t'avons... Ben donc ouais, c'est une première. Bah voilà, c'est une première. Et je prends la mesure de cette université du réseau des référents handicap pour avoir aussi beaucoup travaillé dans une vie antérieure avec les référents handicap. Je sais aussi à quel point la fonction peut être parfois un peu ingrate. En tous les cas, c'est pas facile d'être référent handicap. On est parfois un peu seul, il faut quand même avoir un peu une carrure et puis on n'est pas toujours légitimé dans cette fonction. Donc je pense que des universités comme celle que la GFIP organise maintenant depuis plusieurs années participent justement à faire en sorte que ces référents ne se sentent pas trop seuls, peuvent aussi à l'occasion de cet événement qui est maintenant récurrent, échanger des pratiques, apprendre des choses, se retrouver entre pairs, donc c'est extrêmement important. Donc bref, je suis ravie d'être là. Pour répondre à ta question, oui, j'ai cette conviction presque chevillée au corps que on ne fait pas d'emploi sans entreprise. C'est juste une évidence. Et que sur le sujet du handicap, bien évidemment, il nous faut encore, tous ensemble, mais la GFIP doit complètement prendre sa part aussi, mieux accompagner les entreprises. En 2026, je pense qu'il y a encore besoin d'expliquer que le handicap, à 80%, il est invisible. On le dit, on se dit oui, mais c'est bon, tout le monde le sait. Non, tout le monde ne le sait pas. Je cite souvent une entreprise qui me disait dernièrement, nous, on ne peut pas recruter de personnes en situation de handicap, évidemment. Je dis, mais pourquoi évidemment? Parce qu'on fait de la couverture et que le fauteuil roulant ne monte pas sur les toits. Ok, alors on va reprendre les fondamentaux. C'est quoi le handicap? C'est pas que le fauteuil roulant. Donc, des choses qui paraissent pour nous évidentes, mais il y a encore besoin de le dire. Et les référents handicap ont aussi cette mission de démystifier, d'expliquer cette diversité des situations de handicap. Donc la sensibilisation, c'est très important. La sensibilisation, c'est la première chose dans une entreprise en fait à faire pour, je dis souvent, ouvrir les chakras un peu de tout le monde. Et puis quand on a compris qu'il y a une diversité de situations de handicap, on comprend aussi que par essence, aucun poste, par principe, est incompatible avec le handicap. Et ça, c'est hyper important que les recruteurs, finalement, s'affranchissent de cette fameuse RQTH. Et quand ils ont un CV qui arrive où il y a écrit RQTH, qu'ils ne se disent pas, bon, je le mets de côté. Mais non, en fait, RQTH, ça ne veut rien dire. Voyons la personne avant de
savoir quelle est sa situation. Ça veut dire que les handicap. recruteurs, ils ne sont pas hostiles, en fait. Mais par contre, ils n'ont pas forcément la bonne représentation du sujet. C'est ça que tu nous dis. Oui, pour moi, c'est évident qu'il n'y a pas d'employeurs malveillants. Il y a surtout des employeurs démunis. On en parlait tout à l'heure dans les loges. Il y a vraiment besoin aussi de former les managers de proximité. Et effectivement, et tu le disais très justement, l'axe sensibilisation de l'ensemble des collectifs de travail, c'est une base. On ne travaille pas le handicap dans une entreprise sans être passé par cette étape-là. Et au-delà de la sensibilisation, après, c'est la formation de toute la chaîne, du plus haut jusqu'en bas, en passant par les partenaires sociaux. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est un préalable, mais moi, c'est vrai que j'ai souvent rencontré des entreprises qui me disaient « mais on ne comprend pas, ça ne décolle pas ». Pourtant, on fait de la sensibilisation, on crée des partenariats avec un certain nombre d'acteurs dans les territoires pour diversifier notre sourcing, recruter différemment. On a des partenariats avec des assos et ça ne décolle pas. Alors pourquoi ça décolle pas? Moi, c'est la réponse. Moi, je réponds oui à ta question. Est-ce qu'un plan d'action est nécessaire dans une boîte? Oui, ouais. Mais 4000 fois, oui, c'est nécessaire. Et ce n'est pas ma conviction, Caroline Decarle. C'est ma conviction parce que je l'ai vu fonctionner sur le terrain. Quand une entreprise décide de mettre en place un plan d'action, ça booste complètement et ça change complètement la façon dont le handicap va être porté dans cette entreprise. Ça veut dire qu'au-delà du plan d'action, ça veut dire que ça permet de réunir des conditions pour qu'on avance. C'est quoi les conditions pour avancer alors déjà, peut-être, c'est quoi un plan d'action? Parce qu'il faut aussi démystifier en se disant un plan d'action, ça va être un truc compliqué. D'ailleurs, nous, à la GFIP, on en reparlera, mais on doit aussi simplifier notre offre là-dessus. Mais un plan d'action, mais c'est pas compliqué. Toutes les entreprises, et je m'adresse à vous parce que c'est votre quotidien, tous les jours, vous faites des plans d'action commerciaux, des plans d'action sur l'innovation, Pourquoi on ne ferait pas un plan d'action aussi sur le handicap? Enfin, c'est pas compliqué. C'est juste se dire, OK, qu'est-ce que je me donne comme objectif sur cette année, sur quelques axes. Alors, avant de se donner des objectifs, on se fait un diagnostic. Mais pareil, le diagnostic, il ne faut pas faire un diagnostic qui va durer 3 ans. On fait un diagnostic concret pour faire ressortir un peu quelles sont les problématiques dans ma boîte. C'est peut-être des problématiques de maintien en emploi, qui sont peut-être plus importantes dans certaines boîtes que dans d'autres. C'est peut-être plutôt des problématiques de sourcing. Où est-ce que je trouve mes candidats? Enfin, une problématique de sensibilisation, pourquoi pas? Bref, on fait un diag. Une fois qu'on a fait ce diag-là, en fait, on se donne des objectifs simples, facile à atteindre, parce qu'il n'y a pas de petite victoire, de grande victoire, il faut... Mesurable, et sur quelques objectifs, mais qui sont fondamentaux. Un premier axe, qui est ce qu'on disait, la sensibilisation de mon personnel. Qu'est-ce que cette année, je veux faire pour faire passer ce sujet du handicap auprès de mon collectif de travail? Donc, premier axe, sensibilisation. Deuxième axe, formation. Donc, si vous avez un DG qui est hyper engagé, un référent handicap hyper engagé, mais vous n'avez pas formé vos managers de proximité, ça ne marchera pas. Donc la formation, deuxième axe, hyper important. Troisième axe, forcément, le recrutement. Et derrière le recrutement, il y a plein de trucs à faire. Ça peut être aussi diversifié pour accueillir des stagiaires, l'apprentissage, le recrutement classique, évidemment. Quatrième axe, le maintien en emploi. Avant tout, qu'est-ce que je fais pour mes propres collaborateurs qui peut-être sont en risque de basculer en situation de handicap. Ça, c'est les 4 axes principaux. Après, on peut rajouter, si on est ambitieux, des axes autour de l'accessibilité, des axes autour du partenariat avec les entreprises adaptées, avec les ESAT. Mais les 4 principaux, c'est ça. Et c'est quoi l'intérêt? Pourquoi les boîtes qui sont passées à cette méthodologie ont progressé? Elles le disent elles-mêmes. Hein. Moi, je me rappelle de Septodon, qui est une ETI avec qui qu'on connaît bien, qui disait on était à 2%. Et le taux, c'est pas ça qui est le plus important. Mais l'empêche que elle me parlait de taux, ils étaient à 2%. Ils ont mis en place un plan d'action. En 2 ans, ils sont passés tout de suite à 4%. Et ensuite, maintenant, ils sont à plus que 6%. Elle me disait, en fait, la DRH me disait, mais quand on a mis un plan d'action, pourtant, on faisait plein de trucs dans notre boîte. Qu'est-ce que ça a changé? On a arrêté de saupoudrer, d'avoir plein d'actions un peu partout, qu'on n'arrivait pas finalement à valoriser et finalement à présenter en cohérence à l'ensemble aussi de nos collaborateurs. Donc un plan d'action, ça permet déjà de rassembler. Un plan d'action, ça permet aussi d'aller chercher les DG, les présidents de directoire. Parce que si vous avez un plan d'action, ça veut dire que le DG doit le porter. Ça veut dire qu'au moins une fois par an, on fait un peu un état des lieux, on s'était donné ça et ça comme objectif, où est-ce qu'on en est? Donc c'est un moyen aussi d'aller chercher l'engagement du dirigeant. C'est un moyen aussi de rassurer les collaborateurs.
Le nombre d'entreprises qui nous disent on a des collaborateurs qui n'osent pas dire qu'ils sont en situation de handicap. Et oui, c'est un vrai sujet. Mais en fait, ils ne sont pas rassurés par du one-shot. Tiens, Madame Machin a eu une des prothèses auditives, Monsieur Bidule, on lui a mis un aménagement de travail. C'est pas comme ça. Ils vont être rassurés s'ils voient que vraiment l'entreprise s'engage avec cette volonté de porter quelque chose de structuré. Et ça peut permettre aussi, et c'est ce que me disait Septono, on a eu des salariés qui, parce qu'on a fait un plan d'action, parce qu'on a communiqué sur cette intention, cette volonté, et que c'était pas que de l'affichage, il y avait des objectifs concrets derrière, sont venus nous voir en disant il faut que je vous dise, moi je suis en situation de handicap. Donc c'est ça l'intérêt. Illustration, puisque on a deux entreprises. Alors, Malika Bouchiwa, groupe Elior, structurer une politique handicap, je crois que c'est ce que vous avez fait. Alors peut-être nous présenter un petit peu le groupe. Moi j'ai noté qu'il y avait 70 000 personnes, mais je pense que ça c'est en France, parce qu'au monde c'est plus important que ça. Là on est sur l'action concernant la politique handicap en France. Alors, est-ce que vous retrouvez dans ce que dit Caroline, et puis ensuite qu'est-ce qui vous a poussé justement à aller plus loin, puisque on sait très bien que vous faisiez déjà pas mal de choses. Tout d'abord, donc, permettez-moi, Hugues, de dire quel plaisir d'être présente. Je me rappelle, il y a plus de 5 ans, j'ai présidé la GIFIP. On va changer le micro parce qu'il ne marche pas. Ah oui, tout à fait. Je disais, Hugues, quel plaisir d'être présente aujourd'hui. Donc, plus de 5 ans, je présidais la GIFIP, et il y a plus de 5 ans, on a lancé la première université handicap. Tout à fait. On va raconter cette anecdote. Nous avons fait une soirée de lancement juste avant la Covid et après. Et là, aujourd'hui, je suis effectivement en tant que cliente. Tout d'abord, donc, le groupe, donc effectivement 133 000 collaborateurs, 70 000 en France. On est plutôt européen, donc le 2/3 de l'effectif. On est sur plusieurs métiers, donc on fait de la restauration, de la sécurité, le multitech, peu importe, c'est des métiers de main-d'œuvre. Ce qui est assez important, qu'on soit grand groupe, petit ou moyen, à mon sens, c'est la même animation. Et j'ai envie de dire, c'est la même dynamique. Ce qui est assez important, c'est important qu'un groupe donc, porte une marque employeur, des valeurs de conviction. Mais ce qui est important, c'est surtout en fait, le témoignage, les actions. Parce qu'on n'est pas dupe, tout le monde cherche l'efficacité. Donc les paroles et les actes. Et on le voit, la société d'aujourd'hui, on ne peut plus effectivement écrire des pages et des pages, on ne peut pas être dans des politiques institutionnelles et on n'est pas dans le faire. Donc on est recherché. Donc pour être crédible déjà, tout dépend, donc toute action, il faut qu'on soit effectivement par la preuve, entre guillemets. Au-delà de ça, donc pour libérer et changer, je suis tout à fait d'accord avec Caroline, le point important pour le handicap, tel que aussi pour la parité homme-femme, pour l'égalité des chances, pour toute politique entre guillemets sociale qui contribue à la performance économique, parce que c'est avant tout une performance sociale, c'est tout d'abord donc comment on aborde effectivement donc le collectif. Et l'aspect descendant, moi je suis pas fan. Ce qui est assez important, et en France on parle d'obligation. Déjà expliquer à un manager il faut faire le taux obligatoire, déjà on l'a perdu. Voilà, et lui il est dans son PNL. Donc ce qui est assez important, c'est quel élément de langage en fait on met en place au-delà de signature d'accord. Donc il faut effectivement emmener le collectif de travail. Et pour emmener le collectif de travail, il faut communiquer. Ce qui est assez important, quel est le rôle de référent handicap? Moi, petit 1, je dis j'espère qu'il ne vient pas de la filière RH. Parce qu'on a l'impression handicap social, ressources humaines. Allez, vous êtes des bons ambassadeurs. Donc, donc ce qui est assez important, c'est qui peut incarner ça. Donc c'est le terrain. C'est le terrain. Et tout passe par la décentralisation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action. Il n'y a pas de niveau à atteindre. Il y a un niveau collectif, mais ce qui est assez important, il n'y a jamais, ce que je regarde tout le temps, c'est la marge de progrès. Ce n'est pas parce que je suis à 6%, 7%, 12%, je suis exceptionnel. Ce qui m'intéresse, même le 1 qui devient 2%, on va valoriser cette action. Et c'est ça globalement ce qu'on recherche. Donc d'une part, c'est le témoignage aussi, libérer la parole, c'est très important. Dans le collectif, libérer la parole, donc ça permet à un manager de proximité, ça permet aussi à des collègues, tu vois pas très bien, ça a marché à 100 km de chez nous avec la même activité. Et on n'est pas dans la différence, on n'est pas dans la méthodo. Donc ce qui est assez important, c'est une dynamique, un témoignage, une communication, une animation et ensuite, bien sûr, un cadre. Et rien ne marche sans le cadre, rien ne marche sans le plan d'action, rien ne marche sans le diagnostic de dire quelles sont les marges de progrès. Et ça, c'est essentiel et important. Des objectifs, je crois que dans la convention que vous avez signée, vous avez
L'objectif, c'est de faire plus de 250 recrutements sur 3 ans. Donc, il y a quand même des... Absolument. Et moi, ce que j'aime bien radoter, c'est aussi un objectif à long terme. Parce qu'on sait que les politiques, une dynamique, elle se fait sur des cycles de 5 à 10 ans. Moi, j'ai emmené l'ensemble des managers sur un objectif donc, collectif en 2030 d'avoir 5000 salariés en situation de handicap en France. Donc c'est important. Et pour lui donner de l'importance, c'est inclus dans une politique variable. Vous voyez, parce qu'on peut se raconter tout, hein, la volonté, mais c'est important aussi donc la politique variable de long terme. Donc il y a un certain nombre de critères, pas plus de 3, moi toujours, très pragmatique. Un sur la fidélisation, un sur l'aspect économique, et le troisième, ce qu'on appelle le RSE. Sur la RSE, on a fait notamment le focus sur les personnes en situation de handicap. Donc il faut que ça soit porté effectivement au plus haut du niveau. Il faut en même temps le simplifier et que ça ne soit pas très descendant avec un rôle de référent handicap pour valoriser toute action. Il n'y a pas l'action vertueuse. Toute action, il faut qu'elle soit valorisée et en même temps, il faut le tracer et il faut le chiffrer. Donc, qui passe notamment avec le recrutement de 250 personnes sur 3 ans. Et ça, c'est important de mettre tout ça dans une feuille de route qui regroupe tout ça. Alors, vous l'avez fait avec la GFIP, peut-être un petit mot de comment ça s'est passé, cet accompagnement de la GFIP. Ça peut être que exceptionnel. Le contraire, Malika vient d'arriver, nous n'avions pas préparé. Oui. Et ce qui est très intéressant avec la GFIP, et tant mieux, et c'est pas mal, il y a un rôle peut-être effectivement très théorique, et c'est pas mal parce qu'on est très pragmatique, très opérationnel. C'est pas mal aussi de nous challenger, qu'on arrive à ce qu'on appelle un peu un dialogue de gestion, entre guillemets, vous voyez. C'est d'être donc de nous pousser vers l'excellence et en même temps nous on est très pragmatique et de trouver le compromis. Ce qui est assez important, c'est qu'on arrive effectivement à trouver ce compromis. Et d'ailleurs, et tu le sais très bien, en France 70 000 collaborateurs, donc on est à plus de 19 conventions collectives. Toutes les entités n'ont pas la même maturité. Et ce qui est assez important, moi, et je remercie la GFIP, c'est de pouvoir emmener l'ensemble avec une belle ambition, mais en même temps comprendre que une ambition, elle peut être moins ambitieuse pour certains, mais l'important, c'est de faire le pas. Et ce qu'il faut retenir dans ce type de convention, c'est surtout le pilotage, parce que c'est beau de la signer aujourd'hui, on est tous beaux, etc. Ce qui est important, comment on arrive à la suivre. Et dans le suivi, il ne faut pas qu'on soit dans le rébut du compteur, en fait. Il faut que ça soit dans une animation. Vous voyez, c'est comme le lien de management que je peux avoir avec une équipe. Je vais dire, écoutez, on a fait l'entretien annuel, voici vos objectifs, et je vais faire le relevé une année après. Comment j'arrive, effectivement, tout au long de l'année, à donner de la mobilisation. Et c'est ça aussi que le rôle de la GFIP, au-delà de très bien, on a fait cette convention, hein, on a mis du temps, et c'est nécessaire hein, pour qu'on puisse effectivement confronter et associer nos idées. Ce qui est assez important aussi, comment on arrive à la faire vivre. Et ça, c'est un point essentiel. Très bien. Alors, le groupe partenaire va également signer une convention, donc 54 000 intérimaires, 784 salariés, m'a-t-on dit. Voilà, c'est peut-être même encore évolué. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé aussi à vous inscrire dans cette approche justement de structuration de la politique handicap ? Alors, je dirais déjà dans le fondement, dans le fait qu'on soit une entreprise familiale. Ça déjà fait partie des valeurs de l'entreprise, puisque nous, l'entreprise a été créée il y a 40 ans par mon papa, qui est là, en ligne 10 de l'auditorium, et donc basé à Olivet. Et donc, forcément, dans nos valeurs et dans notre culture, on a toujours souhaité accompagner les personnes qui sont en recherche d'emploi, mais toutes les personnes, en fait. Il n'y a pas de discrimination sur le sujet. Et donc, depuis déjà des années, on portait le sujet dans les actions qu'on pouvait mener au niveau de l'entreprise. Donc, par rapport à ce que disait Malika, il y a déjà le fait de définir quelqu'un qui peut représenter et symboliser, avoir ce dialogue au niveau de l'entreprise. Donc, on a une responsable sur le sujet du handicap qui est Fabienne. Après, il y a le sujet de communiquer auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc, Fabienne va déjà être à l'écoute de nos collaborateurs qui se posent des questions. Est-ce que finalement mon problème de dos, est-ce que tu crois que ça rentre finalement dans une RQTH ou non ? Et donc d'avoir cette conversation privée, déjà ça permet d'établir le dialogue et potentiellement d'accompagner la personne sur une reconnaissance RQTH. Et puis on voit que ce qui fonctionne bien, c'est finalement d'avoir des témoignages.
pour que les gens se sentent finalement moins seuls. Et donc, on a notre responsable handicap qui va collecter à peu près une fois par trimestre un témoignage d'un collaborateur qu'elle va partager au sein de l'organisation. Et puis un dernier point, c'est au niveau de la formation de nos managers, c'est de les accompagner. Donc on les forme à recruter sans discriminer et on les forme également aux questions à poser au préalable d'un entretien de recrutement. Donc quand ils arrivent dans une agence de travail temporaire, on a près de 90% de nos agences qui ont un référent handicap. Et donc ils ont ce message bienveillant au début de l'entretien pour dire voilà, je suis une agence handi accueillante, je suis formée sur le sujet, on peut faire des adaptations de poste, on peut trouver des entreprises utilisatrices qui seront bienveillantes. Et donc on amène un cadre bienveillant qui permet en fait aux personnes d'avoir ce dialogue. Et le fait finalement d'avoir cette convention AGFIP, pour nous, ça vient amener un cadre et ça vient formaliser ces engagements historiques du groupe. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que dans la partie audit, il y a pas mal de questions qui nous sont posées. Et parfois, en fait, je n'avais pas forcément les chiffres ou je n'étais pas forcément capable de répondre à certaines questions. Donc, même moi, ça m'a apporté. On parlait beaucoup du taux de délégation des personnes en situation de handicap pour nos intérimaires. Mais finalement, sur nos permanents, je ne situais pas forcément exactement où on en était par rapport à nos objectifs. Donc ça vient me permettre de mettre ce cadre et aussi un objectif chiffré. Je suis un peu de la même école. Pour moi, en fait, finalement, si on ne vient pas amener un cadre, un objectif chiffré et puis du pilotage, en fait, pour moi, ça ne peut pas réussir. Et donc, on s'est fixé ces objectifs donc, sur nos personnels permanents de 6%. Donc, on est à 4,6. On n'en est pas loin, mais l'idée, c'est vraiment d'atteindre cet objectif. Et sur les personnes qu'on délègue en situation de handicap pour nos intérimaires, d'atteindre vraiment les 3%. Et là, on est à 2,3. Donc, voilà, un objectif très clair, un encadrement et puis des points de situation par rapport aux actions qu'on s'est fixées ensemble. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez une double casquette en quelque sorte, puisque là, la convention, évidemment, elle porte sur le fait qu'on va développer, parce que vous êtes fixé 6% en matière d'atteinte, mais sur le côté vos clients, ça veut dire que vous avez un discours aussi, vous sensibilisez également vos clients, et vous avez dit tout à l'heure que vos agences sont handi-accueillantes, ça veut dire qu'on porte aussi ce message en direction des clients pour faire évoluer justement la part des intérimaires en situation de handicap dans les heures de délégation. Ça, c'est important, ça. Oui, c'est correct. Donc nous, ce qu'on avait déjà mis en place, et je vais vous parler après de l'évolution, c'était d'organiser des petits déjeuners. Donc on en avait fait un, par exemple, avec UPS à Blois. Et donc on fait intervenir des personnes sur le sujet. Dans ce cadre-là, et d'ailleurs quelque chose, je trouve, qui fonctionne plutôt bien pour nos organisations, c'était de faire intervenir un athlète paralympique. Donc Rémi Boulet, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui est assez maintenant connu dans la région. À l'époque, quand on l'accompagnait, il sortait malheureusement tout juste de son accident. Et donc finalement d'avoir ce dialogue avec nos entreprises utilisatrices, nos collaborateurs, une personne emblématique qui peut parler de manière positive du handicap, ça a vraiment valorisé le sujet. Et avec maintenant la convention, on s'est dit c'est quoi l'étape suivante du petit déjeuner? Comment est-ce qu'on peut formaliser de manière officielle pour tous nos collaborateurs quelque chose auprès de nos clients? Et c'est ressorti d'un groupe de travail du diagnostic action. Et donc on s'est dit on va formaliser en fait des partenaires des TH qui vont être donc on va se déplacer chez le client et on va avoir cette sensibilisation sur le terrain pour sensibiliser le client et puis déléguer des personnes en situation de handicap. Très bien. Caroline, petite réaction, parce que là on est dans le concret, là on est dans... C'est tout ce que j'aime. En vous écoutant toutes les deux, ça me faisait penser à une phrase que disait l'ancienne ministre Sophie Cluzel qui disait « mais on ne progresse que sur ce qui se mesure ». Et c'est ce que vous illustrez. Et progresser sur ce qui se mesure, on ne mesure pas que le taux d'emploi. Finalement, le taux d'emploi, c'est accessoire. Et c'est ce que tu disais, Malika. Quand on va voir une boîte, si l'argument c'est de lui dire « Ouh là là, vous êtes à 2% alors qu'il faudrait être à 6%, alors c'est surtout pas ça le sujet en fait. Donc en fait, mesurer, c'est pas mesurer que son taux d'emploi, c'est mesurer justement les objectifs qu'on s'est mis dans la convention, et c'est ce que vous expliquez aussi, d'avoir un cadre, de se donner quelques objectifs et de les mesurer chaque année, de se dire bah tiens, on avait prévu ça, je sais pas, on avait prévu de recruter je sais pas 5 apprentis, on en a qu'à 1, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi en fait. Donc je pense que la réponse à cette
question de cette table ronde. Est-ce que le plan d'action, c'est un facteur de succès? Je pense qu'en vous écoutant, on comprend que oui. Maintenant, c'est comment on fait un plan d'action. C'est peut-être ça aussi la question que certains se posent dans la salle. On appelle la GFIP, ça peut être une alors, solution. bien évidemment, c'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas complètement d'accord en disant que la GFIP, c'est exceptionnel. Il y a encore, bien sûr, qu'on fait plein de choses et que c'est génial. C'est la nostalgie, Malika. Mais mais bien sûr que c'est exceptionnel, mais on peut être encore mieux. On peut faire mieux, notamment sur l'accompagnement des entreprises. Parce qu'effectivement, vous êtes quand même à la tête de grands groupes. Et pour autant, vous avez besoin de la GFIP, puisque vous signez une convention. C'est que vous ne la faites pas juste pour faire joli et faire une jolie signature. Et vous en avez témoigné toutes les deux. L'idée, c'est de la faire vivre, cette convention. Mais moi, je me dis, je suis référent handicap dans une entreprise de 150, 200, 300 personnes. Comment je fais? Parce qu'ils sont gentils, là, ils me disent tous, il faut faire un plan d'action. Ok, mais ça n'a pas l'air si compliqué que ça, j'espère, par rapport à ce que j'ai évoqué, mais comment je fais? Qui peut m'aider? Et effectivement, Hugues, tu as raison. Le rôle, qui peut aider? C'est la GFIP, clairement. Souvent, on rencontre des boîtes qui disent « mais je suis un peu paumé dans l'écosystème du handicap. Qu'est-ce que fait France Rail ?» On avait ce matin le délégué, le directeur régional de France Rail, qui parle aussi de handicap. Mais alors, c'est quoi la différence? Quand est-ce que je vais chercher France Rail? Quand est-ce que je vais chercher Cap Emploi? Quand est-ce que je vais chercher la GFIP quand je suis une entreprise? En fait, c'est hyper clair. Mais on ne le dit jamais de façon si claire que ça. On va chercher la GFIP quand on veut justement progresser sur le handicap, quelle que soit la taille de la boîte, que ça soit une petite, une moyenne ou une grande, et des groupes comme les vôtres. La GFIP, sur l'accompagnement des entreprises, on accompagne l'engagement des entreprises. C'est tout ce qui fait la différence avec France Rail et Cap Emploi. France Rail et Cap Emploi accompagnent des situations individuelles. La boîte qui dit « tiens, je voudrais trouver des candidats ». Nous, on n'accompagne pas les candidats physiquement, en fait. C'est bien le rôle des référents de parcours que sont les référents de parcours de France Rail et Cap Emploi. Par contre, handicap. La boîte qui dit « je veux progresser sur le handicap », que je sois une TPE ou un grand groupe, ça, c'est pleinement le rôle de la GFIP. Et donc là, le président, ce matin, en parlait, on lance une démarche de transformation pour que notre offre, justement, à la GFIP soit plus simple, plus claire, pour qu'on n'ait pas besoin d'expliquer ça, que ça soit une évidence pour tout le monde, et pour que les entreprises viennent nous voir. Et vous, le référent handicap, si vous n'avez pas de plan d'action, il faut aller tout de suite chercher votre délégué régional de la GFIP pour dire « aidez-moi à faire un plan d'action ». Donc on va simplifier ça. Ce qui est important de rappeler, effectivement, parce que là, on a très très grandes entreprises, on a des grandes entreprises, on a des groupes, mais effectivement, ça vaut pour toutes les entreprises. Malika, je crois que vous vouliez réagir. Oui, donc tu l'as très bien résumé. En fait, ce qu'on recherche, c'est l'animation. C'est fondamental, peu importe la structure. Donc, que le plan d'action existe, même si effectivement il est chiffré, objectivé, ce qui est assez important, ce qu'on recherche, c'est l'animation, c'est la confrontation, c'est la mobilisation. Et par ailleurs aussi, ça peut être aussi des passerelles sur des points. Donc on sait par exemple tout ce qui est recrutement pour l'apprentissage. Il y a aussi un autre point qui est très absent et que toutes les entreprises parlent, j'ai un problème du sourcing. La question, elle n'est pas que dans le sourcing, c'est aussi comment je recrute. C'est comme effectivement ces managers, ces dirigeants en disant que je n'arrive pas à faire la parité parce que je n'arrive pas à trouver femme avec tel parcours. C'est la même chose. On peut dire mais je n'arrive pas à trouver une personne en situation de handicap avec telle compétence. Et donc, globalement, pour donner la chance, la possibilité, il faut qu'on soit effectivement sur comment je recrute autrement et d'avoir effectivement des référentiels adaptables. Et ça aussi, on va au-delà. Et cette mobilisation permet effectivement de faire le point avec la GFIP sur les plans d'action, mais aussi sur les difficultés, malgré la volonté, et de dire comment on y arrive et de trouver des solutions alternatives. Ce que tu dis est extrêmement important parce qu'en fait, à la GFIP, on est en train, dans le cadre de cette démarche de transformation, de voir comment on peut optimiser notre offre, qui est déjà géniale. La preuve, vous avez décidé de signer des conventions, donc c'est que ces conventions, elles ont un sens, même pour les grands groupes. Mais au-delà de la signature, et c'est ce que tu disais aussi, signer, c'est bien. Mais c'est l'après qui compte. La signature, c'est que le début, en fait. Et donc, dans les groupes de travail qu'on a lancés il y a peu de temps, en interne à la GFIP, on a un groupe de travail sur justement comment on optimise notre offre de services d'accompagnement des employeurs. Et on va essayer de la rendre peut-être plus simple, parce qu'aujourd'hui, on a des outils. Vous avez parlé du DIAG Action, on parle de la convention de développement d'emploi. Parfois, ce n'est pas toujours simple de savoir mais quel outil sert à quoi. Donc, on va essayer de rationaliser un peu tout ça. Et surtout,
et je pense que ça répond complètement à ce que tu viens de dire, Malika, c'est comment on accompagne l'entreprise une fois la signature faite. On le fait déjà, bien sûr, mais on va renforcer c'est ça. ce qu'on dit à la GFI. À partir du moment où on signe, alors c'est pas vrai en vrai, c'est pas là que tout commence, mais justement, voilà, c'est ce qui va se passer après. Alors juste, il faut qu'on conclue. Attends, juste quand même pour renforcer. Non, mais c'est important de le dire parce que pour renforcer ce qu'on va faire dans l'après, c'est en fait revenir vous voir très régulièrement et c'est aussi vous donner des outils. Tu parlais du sourcing, c'est un vrai sujet pour les entreprises. Comment la GFIP, du coup, peut venir en plus en appui et vous dire, voilà, sur le sourcing, voilà, nous on vous explique localement, voilà les partenaires avec lesquels on bosse et avec qui demain vous devez bosser. C'est pas à vous, chef d'entreprise, de faire le tour des popotes sur votre région et de dire qui sont les acteurs qui peuvent m'aider sur ça, sur ça. Ça, c'est notre rôle, de vous dire, tiens, voilà, avec qui tu peux bosser là-dessus. Sur le maintien en emploi, voilà, on te donne le contact du service de santé au travail si tu n'en as pas, si voilà. Sur les ESAT, les EA, on te met en relation. Et ça, tous les 3 mois, on refait un point. Où est-ce qu'on en est? Comment on peut t'aider? Et pas juste, ah ben alors, t'es pas bonne, t'avais dit ça, et puis finalement, c'est pas ça. C'est vraiment comment on peut vous accompagner. Et ça, on va le développer encore plus dans notre nouvelle offre qui sera, je pense, disponible d'ici l'été. Vous l'avez vu, nous sommes très enthousiastes et on va aller plus loin. Alors, un petit mot de conclusion à toutes les deux, et puis ensuite on signe évidemment la convention. Moi, je dirais que ce qui fait la force, c'est la force du collectif. C'est le fait que finalement, on a peut-être une personne, un référent handicap, la DRH, le président ou la présidente. Mais en fait, finalement, ça amène toute une armée finalement de personnes qui vont en fait nous aiguiller et nous amener voilà, de l'aide. Et moi, je trouve que c'est ça qui fait la force. En fait, c'est l'union. De l'expertise, de l'expérience aussi de retour d'action d'autres entreprises. Et moi, je trouve que c'est ça qui fait la force de ce dispositif. Voilà, donc on se réjouit beaucoup. Moi, je suis ravie pour cette signature et ce qui fera la différence, c'est la mobilisation, c'est l'engagement. Donc, on est engagé. Donc, et je vois que la GFIP encore plus engagée. Donc, ensemble, on va changer les choses. Et ce qui est assez important, la réussite pour une entreprise d'être accueillante, c'est l'ouverture sur toute forme d'intégration. C'est la parité, c'est l'égalité des chances et c'est très important. Donc c'est une pédagogie qui est effectivement un copier-coller sur tout. Donc si on arrive à le faire là, on arrive à le faire pour tout. Et je trouve que cette performance sociale est importante à souligner et qu'aujourd'hui, elle est très importante. Voilà. Très bien, merci beaucoup, c'était passionnant. Je vous propose maintenant qu'on passe à la phase signature des conventions, voilà, parce que l'engagement, ça passe aussi par donc, cette signature de convention.